Au terme du deuxième alinéa de l'article 6 de notre Constitution, qui traite de l'élection du président de la République, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Autrement dit, lorsque, comme Emmanuel Macron, on a déjà été élu président de la République 2 fois de suite, il est impossible de se présenter à l'élection présidentielle à la fin de son mandat. Il est en revanche possible d'être élu une 3e fois, à condition qu'une autre personne que vous ait été élue entre votre 2e et votre 3e mandat. Ce 3e mandat pourra théoriquement être immédiatement suivi d'un 4e, puis à nouveau une pause d'un mandat, et ainsi de suite. La constitution de notre 5e République est ainsi moins restrictive que la constitution des États-Unis, qui, depuis une révision intervenue en 1947, dispose que nul ne pourra être élu à la présidence plus de 2 fois. Toutefois, cette limitation à 2 mandats consécutifs est une vraie restriction, notamment pour un président qui serait suffisamment jeune pour envisager de rester en fonction plus de 10 années de suite. Ce qui est exactement le cas d'Emmanuel Macron, qui n'aura même pas 50 ans lorsqu'il atteindra le terme de son 2e mandat en 2027. Et peut-être est-ce justement en pensant à son cas personnel que l'actuel président aurait déclaré en août 2023 que l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats consécutifs était, je le cite, une funeste connerie. L'expression est certes vulgaire, mais après tout, l'interrogation est légitime. Pourquoi donc devrait-il être interdit d'exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs? Essayons d'y réfléchir ensemble, si vous le voulez bien. Cette interdiction est récente, puisqu'elle a été introduite dans la Constitution lors de la révision du 23 juillet 2008. Elle a été personnellement voulue par le président alors en exercice, Nicolas Sarkozy. 2 grands types d'arguments ont été avancés pour la justifier. Premier type d'argument, éviter la sclérose du pouvoir, éviter le mandat de trop. C'est-à-dire éviter d'avoir un président qui soit devenu trop vieux, ou trop fatigué, ou trop blasé, pour exercer ses fonctions avec toute l'énergie requise. En disant cela, sans doute Nicolas Sarkozy avait-il à l'esprit le cas de François Mitterrand, qui resta 14 ans en fonction et dont les dernières années de mandat furent en effet assez crépusculaires, du fait notamment que le président Mitterrand était atteint d'un cancer très avancé dont les effets étaient de plus en plus visibles. Cancer dont François Mitterrand a eu connaissance fin 1981, soit quelques mois après sa première élection à la présidence de la République. Deuxième type d'argument, inciter le président à agir plutôt qu'à durer, selon les termes employés par Nicolas Sarkozy. L'idée est la suivante. Si un président pouvait se faire réélire sans limitation, il mettrait toute son énergie à se faire réélire et non à œuvrer pour le bien du pays. A contrario, savoir qu'il ne dispose que d'un temps finalement assez court à la tête de l'État l'inciterait à agir pour laisser sa marque sur le pays, pour rentrer dans les livres d'histoire ou tout ce qu'on voudra d'équivalent. Ces arguments sonnent bien, sans doute, et ils flattent certains de nos préjugés, comme nous allons le voir. Mais lorsqu'on les examine de près, leur solidité laisse pour le moins à désirer. Commençons par la fameuse sclérose du pouvoir. En supposant qu'il soit possible de définir de manière raisonnablement objective ce qu'est un pouvoir sclérosé, le problème est que nul ne peut dire quand ce phénomène se manifestera, ni même s'il se manifestera un jour pour tel ou tel dirigeant. De sorte que limiter a priori le nombre de mandats sous ce prétexte revient à peu près à rendre l'euthanasie obligatoire passé un certain âge, au motif que, au-delà de cette limite, vous courez un risque important de développer la maladie d'Alzheimer. Quant au second argument, à savoir le fait qu'un nombre limité de mandats inciterait un président à agir plutôt qu'à durer, demandons-nous simplement ce qui est le plus susceptible d'inciter un homme ambitieux, comme doit l'être tout président de la République, à entreprendre des tâches difficiles au service de son pays. Des tâches qui demandent du temps et des efforts soutenus pour porter leurs fruits. Est-ce la perspective de pouvoir mener ces tâches à leur terme et de récolter lui-même les lauriers du succès? Ou bien au contraire, la certitude de devoir quitter la scène avant qu'elle soit terminée et de laisser leur achèvement à un autre qui en récoltera à peu près tout le bénéfice? Il me semble que poser la question revient à y répondre, et que si l'on doit craindre qu'un président se transforme en roi fainéant, c'est bien plutôt lorsqu'il sait ne pas pouvoir être réélu, que lorsqu'il peut toujours caresser l'espoir de se voir accorder un nouveau mandat,
s'il réussit à bien servir ses compatriotes, ou plutôt si ceux-ci estiment qu'il les a bien servis. Au surplus, quand a-t-on jamais vu que l'immobilisme soit un péril qui menace la démocratie? Sa maladie naturelle est bien plutôt de changer sans cesse de loi et de gouvernement. Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville remarquait ainsi: l'instabilité législative est un mal inhérent au gouvernement démocratique, car il est de la nature de la démocratie d'amener des hommes nouveaux au pouvoir. Ainsi, se préoccuper de ce qu'un président pourrait rester trop longtemps en fonction dans un régime démocratique, c'est se préoccuper d'un danger imaginaire. Mais se prémunir contre ce danger imaginaire, en limitant le nombre de mandats qu'il est possible d'accomplir, engendre des dangers et des inconvénients qui, eux, sont bien réels. D'une part, contrairement à notre préjugé actuel en faveur de la jeunesse, l'âge et l'expérience sont des atouts considérables en politique. Et, sauf rares exceptions, on ne devient apte à bien remplir de hautes fonctions qu'en les exerçant pendant suffisamment longtemps. N'est-il donc pas étrange d'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle ceux qui, précisément, ont le plus d'expérience de cette fonction? Mais, dira-t-on, s'ils sont mauvais en dépit de leur expérience, et chacun aura évidemment des exemples à l'esprit. Eh bien, en ce cas, c'est très simple. On ne les réélit pas, mais leur interdire de se présenter est absurde. D'autre part, limiter a priori le nombre de mandats fait toujours courir à une nation le risque de ne pas pouvoir faire appel, au moment critique, à la seule personne qui, à cet instant, pourrait la sauver. Car oui, il y a bien parfois des hommes ou des femmes providentiels, et il n'existe sans doute aucune nation qui, à un moment ou l'autre de son histoire, n'ait expérimenté la nécessité absolue de recourir au service d'un individu indispensable. Que l'on pense simplement au rôle qu'a joué Winston Churchill en mai 1940 pour le Royaume-Uni, ou à celui du général de Gaulle pour la France en mai 1958. Enfin, supposons qu'arrive un jour à la tête de l'État un homme non seulement très ambitieux, mais aussi peu scrupuleux, ce qui doit fatalement arriver de temps à autre. N'est-ce pas dangereusement tenter le diable que de placer un tel homme dans l'alternative de devoir soit quitter le pouvoir sans qu'il puisse rien faire pour le conserver légalement, soit renverser la Constitution et ébranler la nation tout entière pour rester en fonction? Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin dans notre histoire pour trouver un exemple de cela. C'est précisément l'impossibilité constitutionnelle d'être réélu comme président de la République qui a poussé Louis-Napoléon Bonaparte à entreprendre un coup d'État le 2 décembre 1851. Coup d'État qui a renversé la Seconde République et instauré le Second Empire. Résumons-nous. Les avantages attendus de l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs sont illusoires. En revanche, les inconvénients qui découlent de cette interdiction sont bien réels. C'est donc une mauvaise révision constitutionnelle que celle qui a introduit cette limitation, et qui, en effet, pourrait éventuellement avoir des conséquences funestes, même si, fort heureusement, le pire n'est jamais certain. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Car n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.